Cette émission est enregistrée au Café Oui, mais non. Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Nous recevons aujourd'hui Serge Bouchard. Monsieur Bouchard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Serge Bouchard, vous êtes anthropologue, auteur et animateur. Vous avez publié plus d'une vingtaine d'ouvrages, dont L'homme des sangs de l'ours, Mathieu Mestocosho, chasseur Innu, et C'était au temps des mammouths laineux. Vos deux derniers ouvrages ont été écrits en collaboration avec Marie-Christine Lévesque. Elles ont fait l'Amérique et ils ont couru l'Amérique. Deux ouvrages donc où vous explorez l'envers de notre histoire. Homme de radio, vous avez été à la barre d'émissions phares de Radio-Canada. On pense notamment à De remarquables oubliés, Une épinette noire nommée Diesel et Les chemins de travers. Vous co-animez présentement l'émission C'est fou, toujours sur les ondes de Radio-Canada. Serge Bouchard, on s'intéresse aujourd'hui à ce qui vous anime, vos sources d'inspiration, vos influences, et je vous pose la question suivante. De qui, de quoi êtes-vous le contemporain? Je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que je suis le contemporain de l'ancienneté. C'est-à-dire, je suis le contemporain d'une époque qui n'existe plus. Je ne suis pas là, en fait. Donc, c'est intéressant. Je suis désintéressé, puis je trouve normal de ne pas faire partie de mon époque. C'est comme si j'étais pas là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été anthropologue à l'origine. Lorsque je suis un jeune homme, adolescent, quand même, adolescent, je dis je veux devenir anthropologue parce que je refusais de vivre à mon époque. Fascinant, donc c'est jeune, et ça mon vous époque, habitait. parce que je suis quand même pas jeune, là, mais mon époque, c'est Elvis Presley. Alors, c'est le rock'n'roll. Mon époque, c'est le chromé. C'est des voitures Cadillac avec des ailes pointues, dangereuses d'ailleurs. En fait, mon époque, c'est la modernité. C'est le début de la modernité. C'est l'après-guerre. C'est le party de l'après-guerre. Donc, la joie de la modernité. Et ça, j'ai eu d'instinct une réaction sauvage. Je l'ai rejeté d'instinct. Alors, je ne suis pas le contemporain de la contemporanéité. Je suis pas là. Donc, je suis un mammouth laineux pour vrai. C'est pas un jeu de mots. Voilà. J'ai disparu, l'espèce. Je fais partie d'une espèce disparue. Donc, vous avez exploré ça à travers vos livres. C'est un petit peu la démarche aussi qui habite, j'en parlais tout à l'heure, ils ont couru l'Amérique. Vous vous êtes intéressé au début de notre histoire. Mon intérêt, ma passion, c'est pour porte sur le temps passé, c'est-à-dire sur les choses qui sont passées. Souvent, on va me demander, on m'interroge sur les problèmes d'actualité. Ce que vous pensez de ceci, ce que vous pensez, je sais pas moi, ce que vous pensez de l'islam en 2014. Bien sûr que je pourrais dire quelque chose, mais ça me tente pas de le dire, ça m'intéresse pas. L'islam en 2014 ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'islam en 1200. Ouais. Ah, ça m'intéresse. Tout ce qui est passé. Ce qui veut dire que je pourrais dire en boutade, ne m'interrogez pas sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je suis encore en train de régler des affaires du 19e siècle. Il y a des affaires que je n'ai pas compris au 19e siècle. Je suis encore en train de fouiller ça. Alors, Les remarquables oubliés, c'était ça. C'était un regard sur l'Amérique, le cheminement de l'Amérique, mais une période très oubliée, d'une Amérique oubliée. Et ça, c'est évidemment, ça nourrit ma passion depuis toujours. Puis je pense que ça va m'amener au cercueil. Je parle pour la passion. Oui. C'est ça. Donc, De remarquables oubliés, vous faisiez ça, vous êtes intéressé aussi à travers des récits comme Mathieu Mestocosho, finalement, des peuples qui tendent malheureusement à s'éteindre. C'est un certain devoir de mémoire aussi que vous accomplissez. Disons que ce qui m'intéressait chez les Inuits, d'ailleurs, les Inuits que j'ai rencontrés à l'époque, j'étais jeune, j'avais en 1968, 69, 70, écoutez, j'ai 20 ans. Vous avez habité? Oui. J'étais viré Inuit, comme on dit. Non, vous avez appris la langue? J'ai passé du temps, beaucoup de temps.
Du temps veut dire plus que 15 jours, là, des années, puis tout ça, pour découvrir un monde fascinant qui était là, devant tout le monde, qui était devant les journalistes, devant les intellectuels, devant n'importe qui était contemporain, d'ailleurs, en 1970. N'importe qui aurait pu le voir, mais apparemment, on ne l'a pas vu. Des hommes et des femmes qui avaient vécu, qui vivaient le nomadisme. Des hommes et des femmes qui étaient au Paléolithique, au Québec. Au Québec, au Labrador, à la baie James, Alors, ces gens-là avaient élevé des familles sur le territoire, n'avaient pas eu de maison. Ces gens-là ne parlaient ni français ni anglais. Écoutez, il faut être aveugle, il faut être ignorant, il faut être imbécile pour ne pas savoir ces choses-là, mais ça a l'air que ça n'intéressait personne. On était à l'Expo 67, on s'en sacre-tu des Indiens? D'ailleurs, on s'est toujours sacré des Indiens. Mais c'était le passé. Moi, ce qui m'a intéressé chez Mathieu Mestacocho, c'est sa mémoire, son témoignage. Cet homme-là arrivait d'une autre époque, des milliers d'années quasiment derrière nous. Il parlait, puis il parlait bien, puis il parlait en Innu, puis etc. Tu fais un voyage dans le temps. Tu sais, c'est une machine à voyager dans le temps. Et ça, bien évidemment, ça m'a bouleversé, puis ça m'a attiré, puis ça m'a intéressé beaucoup, beaucoup. Il me semble que je me revoyais dans le bois, là, au Labrador, en l'an 1000, tu sais. Vous avez publié aussi 2 ouvrages magnifiques, Les Bestiaires. Ah ben oui. Donc, où, vous l'avez dit tout à l'heure, vous intéressez aux animaux, donc où vous donnez la parole, finalement, aux animaux dans ces livres-là. Oui, ça, encore une fois, c'est toujours le même principe. Oui. Il y a un fil conducteur, quand même assez cohérent. D'abord, le nomadisme, les régions sauvages, la temporalité qui nous reporte dans des temps très, très anciens. Oui. Alors, les animaux sauvages, oui, ça a été une des plus belles expériences d'écriture que j'ai eues. C'est-à-dire me mettre dans la peau des animaux, librement, et leur faire de la littérature. C'est différent de ce que vous aviez fait jusqu'à oui, là. on était plongé dans une c'est Marie-Christine qui est ma blonde qui m'a poussé à faire ça. C'est elle qui m'a dit... Des ouvrages magnifiques, une édition aux éditions elle était, du Passage. Elle était aux éditions elle y travaillait. Et elle m'a dit, arrête de parler des animaux sauvages tout le temps, écris-le, une fois pour toutes, quand tu vas être mort, on va pouvoir le relire. Ce que j'ai Quelle fait. merveilleuse initiative! C'était une bonne initiative. Merci, Marie-Christine. Mais j'ai fait des animaux sauvages de façon naïve, de façon innocente. Et c'est ça que je recherche. Quelqu'un m'a déjà dit que j'étais... il faudrait qu'on fasse attention à moi, là, pour qu'il m'arrive à rien. Je suis pré-socratique. C'est-à-dire, moi, je suis resté accroché avant les Grecs. Donc, une couple de siècles avant Socrate. C'est là que je me suis installé sur le plan intellectuel. C'est là que je suis. Je suis ce qu'on appellerait, les philosophes appelleraient ça, les gens très, très éduqués, appellent ça la Grèce foisonnante et la Grèce de Dionysos, la Grèce sur le party. Avant les rationalistes, avant les philosophes, avant les austères philosophes grecs qui connaissaient rien à la nature puis qui connaissaient tout à la cité. Tu vois, Socrate puis Platon, c'est ça des gens urbains, c'est archi-urbain, c'est archi-cultivé. Il y avait peur dans le bois, il n'aurait jamais été dans le bois, ces gens-là. Je connaissais rien de ça. Moi, je suis resté là, avant. Et quand j'étais jeune, au lieu de penser que la pensée sauvage était ridicule, irrationnelle, bête, méchante, que l'homme préhistorique tirait sa femme par les cheveux de grotte en grotte, je me suis dit, c'est le contraire. C'était l'âge d'or de l'humanité. Ça a été dans sa grande liberté nomade. Vous savez, j'ai fait ma thèse de doctorat en anthropologie sur les camionneurs au long cours. C'était logique. Oui. Encore une fois, le nomadisme. Encore une fois, le nomadisme dans le territoire et la négation de la temporalité. Parce qu'un vrai camionneur ne mesure pas les kilomètres ni le temps. Sinon, tu viens fou. Si tu t'en vas à Vancouver avec un gros truck, puis tu t'ennuies déjà à Saint-Jérôme, t'as un problème. Il faut que ça soit le contraire. Tu t'en vas à Vancouver, puis c'est pas assez loin pour toi. Ouais. La route, ça représente, pour vous et j'imagine pour la plupart des camionneurs et camionneuses au long cours, un espace de liberté inouïe, un espace de méditation aussi. Vous avez fait une très belle émission récemment sur la route. Ça m'accroche un peu. Oui. Donc, vous avez fait votre thèse de doctorat, mais c'est quelque chose qui vous habite encore. Vous y réfléchissez, vous en faites beaucoup de routes? Oui, assez curieusement. Mon métier a pris des tournures qui fait... La tournure de mon métier fait que je suis un nomade moi-même et que je n'ai pas ralenti. Et
c'est conforme, mais je me souviens des vieux Indiens, ils arrêtaient de se promener quand ils ne pouvaient plus se promener, quand ils étaient capables, quand les jambes lâchaient. Bon, moi, mes jambes ont lâché, mais au moins de la modernité, j'aurais pris quelque chose qui s'appelle l'automobile. Oui. Quand je vois cette île, je ne le marche pas, là, mais je le roule. Ouais. Et je vais aller jusqu'au bout de ma capacité. Je le sais, je le sens, c'est mon mode de vie, c'est ma façon de respirer, c'est ma façon d'être. Je suis chanceux, j'ai un métier qui me le permet. C'est un métier qui m'amène à cette île, qui m'amène à Val-d'Or, qui m'amène dans le nord d'Ontario, qui m'amène à gauche, à droite. Je roule beaucoup. Et ça m'inspire. C'est plus que rouler pour moi. C'est vraiment le lieu. Il y a beaucoup de textes que j'ai faits dans ma vie, que je les ai faits dans ma tête en voiture, avant de les écrire. Puis j'arrivais à terme, puis je pouvais les écrire, mais ça venait de la voiture. Donc la route pourrait aussi être un espace de création pour vous? Ben, tout à fait. La mobilité, en fait, c'est la mobilité. Tous les auteurs, enfin, il y a une série d'auteurs. C'est drôle d'ailleurs, j'ai écrit un texte où je les mets en... On a Socrate qui dit « on ne pense bien qu'en marchant ». Montaigne qui dit « on ne pense bien qu'à cheval ». Alors, je ne veux pas me mettre dans ces cas-là, mais je pourrais arriver et faire un graffiti puis dire « on ne pense bien qu'en automobile », qu'au volant d'un camion. Lorsque je travaillais avec les camionneurs, c'est ce qui m'avait le plus frappé, c'était la méditation, la solitude et la méditation. Donc, un côté intellectuel et spirituel très développé. Chez les truckers, ça ne te viendrait jamais à l'idée, tu sais, parce que normalement, on part du côté contraire, gros bras, petite tête, tu sais. Puis, tu sais, en Europe, les truckers, les gens les méprisent comme les derniers néandertaliens. Vous avez fait des rencontres exceptionnelles. Exceptionnelles. Ce qui nous prouve que tu peux rencontrer des gens exceptionnels partout. Partout. Ça, c'est l'anthropologue qui parle. Même chez les avocats, tu peux en trouver des gens intéressants. Non, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Nos préjugés doivent tomber. Chez les Indiens, on m'avait dit que les Indiens, il n'y a rien à dire des Indiens, surtout pas les Indiens du Québec, qui sont les moins intéressants des Indiens d'Amérique du Nord. C'est quand même fascinant. L'être humain est très, très riche, mais pas dans l'actualité. Pas dans l'idéologie de l'actualité. Pas dans le maintenant. Il faut que tu ailles le chercher dans sa profonde humanité. Tout le temps. Je reviens à vos 2 derniers ouvrages. Donc, elles ont fait l'Amérique, ils ont couru l'Amérique. Vous avez un projet de suite pour cette merveilleuse c'est entreprise? un tome, 2 tomes, effectivement. Le premier, c'était, encore une fois, l'influence de ma blonde. C'était 15 femmes oubliées d'Amérique. Le deuxième, c'est le coureur de bois. Le troisième, ça va être justement des Indiens. Ils ont perdu l'Amérique. Ils ont perdu l'Amérique. Voilà. Mais ça correspond à ma série de radiophonique de Remarquables oubliés, dont les gens me parlent partout. C'est comme si on avait eu une cote d'écoute de 100 je peux pas aller nulle part. Les gens me parlent des Remarquables oubliés comme si c'était... Ça fait 6 ans, 7 ans que c'est plus en nombre. On a fait 74 personnages à l'antenne et apparemment, ça a frappé beaucoup. Vous avez dû choisir, d'ailleurs, pour faire... Oui, ils ne sont pas tous là. Il a fallu choisir parce qu'il y a 15 personnages par ouvrage. Alors, ça va nous donner à la fin 45 à peu près personnages sur 74. Mais on aurait pu continuer. D'ailleurs, la série radiophonique n'avait aucune raison de l'arrêter. Je n'étais pas essoufflé. Heureusement pour nous, on peut quand même vous entendre en ce moment à l'émission C'est fou. Vous aimez cette nouvelle collaboration de co-animer une émission? Bien, j'adore ça. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les gens, y compris les jeunes. Normalement, je devrais être grognon, puis toujours chialer contre les jeunes parce qu'ils m'énervent, puis c'est normal quand tu vieillis. Ils sont trop contemporains. Mais c'est ça, ils sont pas mal dans les... Mais c'est pas vrai. Je m'entends très bien avec les jeunes. Des jeunes, la nouvelle réalisation, un nouveau rythme, etc. Alors, on se fait des farces, puis ils me respectent beaucoup. Alors, c'est un beau mélange. L'émission, c'est fou, j'adore ça. C'est avec Jean-Philippe Plot, puis Mathieu Beauchamp, qui est recherchiste, puis il essaie de me mettre à mon avantage. Mais, tu prends un vieux, puis tu essaies de faire quelque chose avec un vieux. C'est possible de faire quelque chose avec un vieux si tu le rassures, si tu le mets à la bonne place, si tu ne demandes pas de faire des cabrioles. Le mot de la fin, M. Bouchard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.